Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle matière qui s'intitule la comptabilité des sociétés. Bon, dans cette matière, on va voir les principales phases par laquelle peut passer une entreprise, donc à savoir la partie constitution, la partie relative à ce qu'on appelle l'augmentation ou la diminution du capital, donc toute modification, bien entendu, du capital de l'entreprise, et à la fin, la phase de liquidation ou bien dissolution de l'entreprise, donc on parle de la mort de l'entreprise. Donc tout ça pour vous dire que on va voir les principales phases par lesquelles peut passer une entreprise, exactement comme un être humain, d'accord? C'est-à-dire qu'au début, c'est toujours la constitution, donc la création, donc la naissance, je dirais, de l'être humain. Par la suite, ses besoins vont augmenter ou bien diminuer en fonction, bien entendu, de sa situation. Donc là, on peut parler d'une augmentation ou diminution du capital. Et à la fin, bien entendu, la personne, sa santé commence à chuter. On est dans le déclin et bien entendu, là, on parle de la dissolution ou bien la liquidation de l'entreprise. Donc là, on parle de la fin de vie de l'entreprise. Très bien. Donc là, on va commencer par une première partie, une partie juridique. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que le juridique et le comptable, comme vous le savez, ce sont deux choses indissociables. Pourquoi? Parce que, par exemple, on peut passer une opération qui soit comptablement parlant correcte, mais juridiquement parlant fausse. À titre d'exemple, par exemple, si je vous dis de comptabiliser une diminution du capital d'une SA, d'accord, d'une société anonyme, par exemple faisant appel public à l'épargne, qui avait un capital de 4 millions et qui désire réduire son capital de 2 millions. Bon, comptablement parlant, vous pouvez comptabiliser la réduction de 2 millions. Mais le problème, c'est que juridiquement parlant, c'est faux. Pourquoi? Parce que, par exemple, pour la SA faisant appel public à l'épargne, le capital minimum est de 3 millions de dirhams. Donc là, normalement, vous vous trouvez dans une situation où vous devez faire un de deux choix. Le premier choix, si vous êtes obligé de diminuer 2 millions de dirhams, et donc vous tombez en dessous je dirais de la limite légale, là, tout simplement, la possibilité qui s'offre à vous, c'est de tout simplement changer de forme. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus être une SA, vous devez voir une autre forme, SARL ou autre. Ou bien, si vous désirez garder votre forme SA, alors là, tout simplement, vous allez devoir revoir, bien entendu, le montant de la diminution, puisque vous ne pouvez pas diminuer 2 millions. Dans ce cas, vous pouvez diminuer au maximum 1 million. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que on doit faire attention au cadre légal, parce que le légal et le comptable sont indissociables. Et comme je vous ai dit, vous pouvez passer une opération qui soit comptablement parlant juste, mais légalement parlant fausse. Très bien. Donc là, on va commencer par le premier chapitre, à savoir les formes des différentes sociétés commerciales. Alors, maintenant, on va voir, bien entendu, comme on a dit, la constitution des sociétés commerciales, aspect juridique. Bon, alors maintenant, on va voir la définition et classification des sociétés commerciales. Donc là, qu'est-ce que j'ai dit? Le droit des sociétés marocaines se rapproche de celui de la France. Donc on sait très bien que ce soit pour les textes de loi ou bien même pour le plan comptable, il y a pas mal de textes et de lois qui sont calqués sur le modèle français. Et dans ce cas, il y a trois textes en particulier qui régissent le fonctionnement des sociétés commerciales. Donc le premier texte qui est applicable à toutes les sociétés commerciales, quelle que soit leur forme, c'est ce qu'on appelle le code de commerce. Donc ça, c'est le code de commerce, comme vous savez, toute société qui a une activité commerciale doit tout simplement appliquer les textes figurant dans le code de commerce. Et par la suite, il y a deux autres textes de loi qui sont des textes, je dirais, spécifiques. L'un est spécifique à la société anonyme et l'autre est, je dirais, applicable à toutes les autres sociétés qui existent, et bien entendu, excepté la SA. Bon, pour la société anonyme,
elle est gérée par un texte de loi qui est tout simplement la loi 1795, qui est la loi sur la SA. Donc ça, c'est pour le premier texte, donc 1795, c'est la loi sur la SA. Et la loi 595, c'est une loi qui est relative à toutes les autres formes de société qui existent. Bon, certes, on constate qu'il y a un livret, par exemple, un livre pour la SA et un livre pour toutes les autres formes. Et je peux vous dire que le livre, ou bien la loi 1795, qui traite de la SA, je dirais qu'il est beaucoup plus consistant que la loi 595. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a donné une importance particulière à la forme SA. Pourquoi? La raison est très simple, c'est que les plus grandes sociétés au Maroc, généralement, si vous cherchez quelle est leur forme, vous allez trouver que c'est une SA. Donc, et bien entendu, on va dire aussi que la SA, c'est la forme la plus compliquée puisqu'il n'y a pas une seule SA, il y a plusieurs types de SA, donc on va voir ça au fur et à mesure. Très bien. Donc, on va commencer par, je dirais, le premier type de société qui existe, c'est ce qu'on appelle les sociétés de personnes. Pourquoi? Parce qu'on sait que généralement, il y a deux types de sociétés. Il y a ce qu'on appelle les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Les sociétés de personnes, ce sont des sociétés dont, je dirais, c'est la personne physique qui, je dirais, qui a un rôle capital dans l'entreprise, c'est-à-dire que c'est la personne qui représente l'entreprise, alors que la société de capitaux, c'est le capital qui représente l'entreprise, ce n'est pas une personne. Donc là, je dirais que euh, pour les sociétés de capitaux, c'est les capitaux qui priment et non pas la personne. Pour le premier type de société, c'est ce qu'on appelle société de personnes. Donc, normalement, il y a trois types de sociétés de personnes. On va commencer par le premier type, le type le plus connu, qui est ce qu'on appelle les sociétés en nom collectif. Donc, Sharika Ism al-Mushtarak, société en nom collectif. Donc, lorsqu'on parle de société en nom collectif, comme j'ai dit ici, c'est la personne qui prime et non pas forcément son capital. Donc, on va comprendre tout de suite ce que je veux dire par là. J'ai dit ici que c'est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous êtes associé dans une société de personnes, donc dans ce cas, en l'occurrence, société en nom collectif, vous êtes automatiquement un commerçant. D'accord? Donc, vous êtes assujetti, je dirais, aux règles applicables aux commerçants et donc vous êtes commerçant par définition. Les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Donc là, et puisque j'ai dit que la société, c'est la personne, donc même les biens de la personne peuvent entrer comme étant une garantie dans la société en question. D'accord? Et ça, c'est très intéressant, surtout lorsqu'on parle de financement de ce type d'entreprise. Pourquoi? Parce que même les biens personnels, même vos biens personnels peuvent entrer comme étant une garantie pour, par exemple, avoir un crédit euh, pour démarrer votre affaire ou bien pour, je dirais, améliorer votre affaire. Donc là, c'est très intéressant du point de vue, je dirais, financement. Mais, à contrario, donc, il y a, je dirais, une réponse, ou bien plutôt un risque illimité et solidaire. Donc, lorsqu'on dit un risque illimité, c'est-à-dire que en cas de problème, on ne va pas toucher uniquement les biens de la société. Donc, par exemple, si vous êtes surendetté et que vous avez été soumis à une saisie, que ce soit auprès d'une banque ou bien auprès du tribunal de commerce. Donc là, tout simplement, c'est que vos biens personnels ne seront pas à l'abri. Donc, on va vendre l'intégralité des biens de la société pour faire face à vos dettes. Si ça ne suffit pas, eh bien sûr, on va passer à vos biens personnels, d'accord, jusqu'à épuisement total de la dette en question. Et comme j'ai dit ici, répondent indéfiniment et solidairement, c'est-à-dire qu'ils sont solidaires bien entendu, dans le risque. C'est-à-dire que on ne va pas dire que c'est Monsieur X ou bien Monsieur Y qui a provoqué l'erreur, donc c'est lui qui va supporter le risque. Non, vous allez tous supporter le risque avec le même degré. Très bien.
Donc, ensuite, on dit qu'il n'y a pas de limite au capital, au montant du capital. Donc, vous pouvez mettre le montant du capital que vous estimez nécessaire pour, bien entendu, développer votre affaire. Et à la fin, j'ai dit que tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire dans les statuts. C'est-à-dire que si vous ne mettez rien dans les statuts, c'est tout simplement un livre qu'on a au niveau de la société qui nous donne le détail du détail du détail de la vie de l'entreprise. Donc, vous avez des informations là-dedans sur ses actionnaires, sur son capital, sur son siège social, sur sa fonction, sur le bonus de liquidation, sur la distribution de bénéfices. Vraiment, le détail du détail du détail de la vie de l'entreprise, vous allez le retrouver forcément dans les statuts de l'entreprise. Et comme j'ai dit ici, tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire dans les statuts. C'est-à-dire que si vous mettez dans les statuts comme quoi on va limiter les pouvoirs de l'un des gérants de l'entreprise, donc automatiquement, ce qui va se passer, c'est que ce gérant, bien entendu, aura des pouvoirs qui sont limités à ce que vous avez mis au niveau des statuts. Très bien. Maintenant, on va voir le contenu de statut. Donc, qu'est-ce qu'il comprend grosso modo? Donc, généralement, le premier point, bien entendu, que vous avez dans les statuts, c'est le nom, le prénom, le domicile de chacun des associés, ou s'il s'agit d'une personne morale, c'est de dénomination, forme et siège. Donc, ce qui se passe, c'est que dans une société, on peut avoir une personne qui peut être associée dans une société. Donc, ça, c'est parfaitement normal. Donc, une personne qui apporte ses capitaux et qui désire être associée dans une société de personnes ou bien de capitaux. Donc, là, on va mettre son nom, prénom, domicile, etc. Mais on peut avoir même le cas d'une société qui peut devenir associée dans une autre société, d'accord? La preuve, c'est que dans votre plan comptable, si vous vous rappelez, lorsqu'on a traité les titres, il y avait deux types de titres. Il y avait les titres de placement et les titres de participation. Les titres de placement, certes, c'est un placement, donc c'est pour les spéculateurs, c'est pour acheter et vendre les actions, ou bien les titres. Alors que lorsqu'on parle de titres de participation, donc votre but c'est de participer à la gestion d'une société. Donc ce sont des titres immobilisés, ça appartient à la classe 2. Donc ces titres qui sont immobilisés, lorsque vous les avez, vous ne pensez pas à les revendre parce que votre but c'est de contrôler une autre entreprise. Donc vous les avez achetés pour contrôler une autre entreprise. Donc c'est le cas qu'on est en train de traiter ici, c'est-à-dire qu'une société achète les actions d'une société et qu'elle les garde pour la contrôle. Donc là, bien entendu, ça c'est pour le premier point. Donc on parle de l'actionnariat. Deuxième point, c'est l'objet de la société. C'est-à-dire que cette société, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va avoir comme travail? D'accord? Quelle est sa fonction? Et généralement, ce qui se passe, c'est que dans les statuts, il faut essayer d'être le plus large possible. D'accord? Bien entendu, parler de la même fonction, mais il faut essayer d'être le plus large possible. Comme ça, bien entendu, si vous voulez vendre un produit qui est en liaison avec votre activité, vous pouvez le faire sans problème. D'accord? C'est-à-dire que vous ne devez pas être très précis. Si vous êtes trop précis, vous allez limiter votre activité à ce que vous avez mis au niveau des statuts. D'accord? Donc, par exemple, si vous dites que, par exemple, pour une société de parapharmacie, qu'elle va vendre des attelles et des pansements médicaux, bien entendu, elle ne pourra vendre aucun autre produit à part les attelles et les pansements médicaux parce que c'est ce que vous avez mis au niveau des statuts. D'accord? Mais si vous mettez par exemple la société de parapharmacie X va avoir comme activité la vente et la revente de tous les produits médicaux ou bien paramédicaux pouvant éventuellement permettre de guérir ou de prévenir les maladies, par exemple cardiovasculaires, je dirais les maladies de tendons, etc. D'accord? Donc, bon, je sais pas moi. Donc, vous devez être le plus large possible. Comme ça, tout simplement, si vous voulez vendre tel ou tel ou tel produit, vous pouvez le revendre sans aucun souci.
Donc, par exemple, on peut vendre même des produits cosmétiques, mais sous prétexte comme quoi ça a un indice protecteur plus élevé que les produits commerciaux, etc. Comme quoi c'est à base de produits naturels pour les peaux sensibles, etc. D'accord? Mais si vous limitez votre activité à des points précis, vous risquez d'avoir des soucis. D'accord? Très bien. Ensuite, dénomination sociale. Donc la dénomination, c'est le nom. Donc on peut dire dénomination ou bien la raison sociale, c'est la même chose. La raison ou bien dénomination, c'est comment vous avez nommé votre société. Ensuite, des informations sur le siège. Donc bien entendu, il est très important de déterminer où se trouve le siège social. Pourquoi? Parce qu'en cas de souci, bien entendu, on doit contacter le siège et non pas les succursales. D'accord? Donc les succursales ne sont que des représentants du siège. Donc même si on parle par exemple du domaine bancaire, euh, si vous avez par exemple un compte au niveau, je ne sais pas moi, de la Banque Populaire par exemple, même si vous avez un compte au niveau de la Banque Populaire de Rabat, si vous regardez au niveau des relevés bancaires, l'adresse que vous avez en bas des relevés bancaires, vous allez constater que vous avez l'adresse de la société mère à Casablanca. Donc tout ça pour vous dire que en cas où vous avez des soucis, au cas où il y a un problème, bien entendu, on revient toujours à la maison mère, donc à la société mère. Donc c'est pour ça que il faut mettre obligatoirement l'adresse du siège exact. Par la suite, bien entendu, on doit aussi avoir des informations sur le montant du capital social. Donc, c'est-à-dire le capital, il est de combien? Est-ce qu'on a décidé de constituer notre entreprise avec un capital de 1 million, 2 millions, 3 millions? D'accord, donc c'est à vous de déterminer quel est le capital nécessaire, suffisant pour commencer et démarrer votre activité. Et par la suite, l'apport de chaque associé et s'il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation qui lui a été donnée. Bon, alors là, je vais m'arrêter un peu au niveau de ce point. Pourquoi? Parce que regardez bien, ici j'ai dit l'apport de chaque associé, c'est-à-dire que chaque associé, qu'est-ce qu'il a apporté? Parce que dans la société, on peut avoir plusieurs actionnaires, plusieurs associés. Donc, ces associés vont apporter des choses. Certaines personnes vont apporter de l'argent liquide, d'autres personnes vont apporter du matériel, etc. Bon, ces types d'apports, ils ont un nom. Euh, alors, lorsqu'on parle d'un apport en argent, si vous apportez de l'argent liquide, ça se nomme un apport en numéraire. Donc, vous devez l'inscrire quelque part. Apport en numéraire est égal à un apport en argent frais. Apport en argent frais. Donc, vous apportez de l'argent liquide. Ça, c'est ce qu'on appelle un apport en numéraire. Ensuite, deuxième type d'apport qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle un apport en nature. Donc, apport en nature, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez apporté du matériel, vous avez apporté quelque chose de concret, d'accord? Ce n'est pas de l'argent, mais c'est, je dirais, une machine, une immobilisation, d'accord? Donc, quelque chose qui a une valeur et bien entendu quelque chose de matériel. Comme par exemple, vous avez apporté un matériel d'outillage, ou bien vous avez apporté un bâtiment, ou bien vous avez apporté un terrain, d'accord? Ou bien vous avez apporté du matériel informatique. Donc là, tout simplement, vous avez effectué un apport qui est considéré comme étant je dirais, un élément, je dirais comme une immobilisation ou bien quelque chose qui a une valeur de revente. Pourquoi je ne veux pas garder uniquement le terme immobilisation? Parce que par exemple, vous pouvez apporter même des marchandises. Les marchandises, ce n'est pas immobilisé, c'est au niveau de la classe 3. D'accord, c'est de l'actif circulant. Euh, donc, la marchandise, ça a une valeur de revente, d'accord? Donc, vous apportez quelque chose que l'entreprise pourra revendre par la suite et donc disposer de liquidité par la suite. Donc, c'est comme si vous avez apporté en quelque sorte de l'argent. Mais au lieu d'apporter de l'argent et acheter du matériel avec, ou bien acheter des marchandises avec, ou bien des matières premières avec, vous avez apporté directement les matières en question. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'apport en nature. Et troisième type d'apport, c'est ce qu'on appelle l'apport en industrie. L'apport en industrie, c'est ce qu'on appelle apporter un savoir-faire. D'accord?
Donc, lorsqu'on parle de apporter un savoir-faire, ça veut dire apporter une connaissance, parce que il y a certaines personnes qui peuvent devenir associées dans une société juste en apportant, je dirais, leur savoir-faire. D'accord? Donc, ils ont une partie du bénéfice de l'entreprise, mais en contrepartie d'un travail qu'ils vont assurer. Donc, soit ce sont des personnes qui sont experts dans le domaine. Donc, par exemple, dans le domaine de menuiserie ou bien de bâtiment, etc. Soit, tout simplement, ce sont des personnes aussi qui ont des relations avec des clients et des fournisseurs, donc des personnes qui pourront éventuellement m'obtenir, je dirais, des marchandises ou bien des matières premières avec des prix très intéressants et qui ont, je dirais, des clients potentiels qui pourront éventuellement me permettre de liquider mes marchandises ou bien mes produits finis beaucoup plus rapidement qu'en temps normal. Donc, bien entendu, ça a une certaine valeur dans l'entreprise. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé. Donc là, ce qui se passe, c'est que, bien entendu, vous devez mettre au niveau des statuts le nombre des parts et la valeur de chaque part attribuée à chaque associé. Donc, on a par exemple l'associé A qui dispose de X parts, d'accord, B qui dispose de X, Y parts, ainsi de suite. Donc là, le nombre des parts sociales de chaque associé. Donc là, pourquoi je parle en termes de parts sociales et non pas d'actions? C'est pour une raison très simple, c'est que les sociétés sont divisées toujours en quelque chose. Pour les sociétés de personnes, ils sont divisées sous forme de parts sociales. D'accord, ça se nomme parts sociales. Alors que les sociétés de capitaux, ils sont divisés en actions. D'accord? Donc, en vérité, dans le fond, c'est la même chose, d'accord? Mais c'est juste le nom qui change en fonction de, je dirais, la situation. C'est-à-dire que si vous parlez d'une société de capitaux, on va parler d'actions. Et si on parle de société de personnes, on va parler de parts sociales. Ensuite, la durée pour laquelle la société a été constituée, donc vous devez mettre ça dans les statuts. Et si vous mettez rien, généralement, je dirais qu'il y a généralement un délai standard, d'accord, qui est de 99 ans. C'est-à-dire que la durée de vie standard, normalement, des sociétés, elle est de 99 ans. C'est du très long terme. C'est pour ça qu'on dit que le capital social, on l'a mis au niveau de la classe 1 qui s'intitule, ou bien qui se nomme, le financement permanent. Donc, lorsqu'on parle de financement permanent, c'est-à-dire que vous allez financer l'entreprise d'une manière permanente. Donc, après 99 ans, je pense que c'est plus ou moins permanent. C'est-à-dire que vous n'allez pas penser au remboursement de ces actions. Donc, c'est clair. C'est du très long terme. Bon, avant de continuer, j'aimerais revenir sur le point de l'apport de chaque associé et s'il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation qui lui a été donnée. Bon, d'abord, on va parler je dirais, de cette phrase, parce qu'il faut la comprendre. J'ai dit l'apport de chaque associé. Donc, l'apport de chaque associé, on doit le mettre au niveau des statuts. Et s'il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation qui lui a été donnée. Pourquoi on parle d'une évaluation pour les apports en nature? C'est pour une raison très simple, c'est que les apports en nature, ce n'est pas comme l'argent. Leur valeur est claire. Parce que lorsqu'on parle d'argent, si vous apportez par exemple 1 million de dirhams et que on met au niveau de chaque part sociale, chaque part a une valeur nominale de 100 dirhams, donc pour savoir combien de valeurs, ou bien plutôt combien de parts on va vous donner, tout simplement on va prendre 1 million, on va le diviser par 100, on va avoir 10 000, d'accord? Donc 10 000, c'est-à-dire qu'on va donner 10 000 parts sociales à cette personne. Donc là, c'est évident pour l'apport en numéraire, l'argent. Alors que pour l'apport en nature, qu'est-ce qui se passe? Si une personne, par exemple, apporte un terrain et il vous dit que ce terrain vaut 1 million de dirhams, vous n'allez pas dire, ok, 1 million, je vais vous donner l'équivalent de 1 million d'actions. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, comme j'ai dit ici, il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation qui lui a été donnée.
C'est-à-dire que dans ce cas, je dois faire appel à ce qu'on appelle un commissaire aux apports. Le commissaire aux apports, c'est une des casquettes, par exemple, de l'expert comptable, comme je peux faire appel aussi à un expert dans le domaine. Donc, par exemple, si on parle des terrains, donc on peut faire appel à, je dirais, une société, je dirais, de commercialisation je dirais, de terrain, d'accord? D'accord. Donc, un spécialiste dans le domaine de commercialisation des terrains. Donc, il peut me donner, par exemple, l'évaluation approximative du terrain en question. Ou bien, comme j'ai dit, on peut faire appel à un commissaire aux apports qui est l'une des casquettes de l'expert comptable. Parce que, bon, l'expert comptable, en même temps, c'est un commissaire aux comptes, en même temps, c'est un auditeur et en même temps, c'est un commissaire aux apports. Donc, pourquoi je vais faire appel à un commissaire aux apports? C'est que ce commissaire aux apports, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une étude, il va voir des terrains à proximité, c'est-à-dire qu'un terrain dans une telle zone, euh, du métrage dont vous disposez, vaut combien? D'accord? Donc, combien le mètre carré, etc. Donc, il va faire une étude selon qu'est-ce qu'il y a à côté, d'accord? Est-ce qu'il y a de l'eau qui passe sous le terrain, etc. D'accord? Donc, il va avoir plusieurs paramètres. Et bien entendu, lorsqu'il aura pris en considération l'intégralité des paramètres, il va nous donner l'évaluation du bien en question. Et bien sûr, cette évaluation qu'il va nous donner, il va nous donner, bien entendu, dans un rapport qu'il va le rédiger et qui va signer et cacheter. Pourquoi? Parce que ça va nous couvrir par la suite en cas de contrôle. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que si vous avez un contrôle par la suite et on vous dit que vous avez surestimé tel ou tel terrain, vous allez leur dire, écoutez messieurs, moi je me suis basé sur le rapport évalué par le commissaire aux apports, monsieur X, et voilà son rapport, voilà le rapport signé et cacheté par monsieur X. Donc je ne suis pas responsable de cette valeur, c'est lui qui m'a donné cette valeur. Très bien. Donc c'est une sorte de couverture que vous avez et en même temps vous avez, je dirais, une évaluation qui est correcte. Ce qui se passe, c'est que comme je vous ai dit, si le commissaire aux apports vous dit que non, ce terrain vaut 800 000 dirhams, donc s'il vaut 800 000 dirhams, tout simplement, vous allez prendre 800 000 dirhams de valeur, vous allez diviser par 100, qui est la valeur nominale des actions, et vous allez avoir 8 000 actions. Donc vous allez donner, bon, 8 000 par social, vous allez donner à ce monsieur 8 000 par social. Très bien. Donc là, pour l'apport en numéraire et l'apport en nature, on va leur donner des parts. Et ces parts, bien entendu, ils peuvent les garder comme ils peuvent les revendre par la suite. D'accord? Donc c'est à eux de choisir de faire ce qu'ils veulent avec leur action. Par contre, pour l'apport en industrie, non. Pour l'apporteur en industrie, qu'est-ce qui se passe? Pour ce monsieur, parce qu'il est actionnaire, il n'a rien à porter. Il va recevoir des actions euh, en contrepartie du travail qu'il va apporter. Mais lorsqu'il va quitter l'entreprise, automatiquement sa valeur partira avec lui, la valeur qu'il a apportée, qui est la valeur, je dirais, de la connaissance qu'il a apportée, va partir avec lui automatiquement. Donc là, ce qui se passe, c'est que qu'est-ce que je veux dire à ce monsieur? Écoutez, je vais vous inscrire au niveau des statuts, mais je ne vais pas vous donner des actions. Si vous assurez votre travail, vous allez avoir tel pourcent du bénéfice. Et si vous quittez l'entreprise, automatiquement, vous n'allez avoir rien du tout parce que, bien entendu, si le travail n'est pas assuré, donc automatiquement, vous n'allez rien recevoir en contrepartie. Très bien. Donc ça, d'une part. D'autre part, je vais vous demander de prendre votre plan comptable et vous allez partir vers le compte le 3461. Donc, dans le 3461, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le compte associé compte d'apport en société. Associé compte d'apport en société. Donc, vous avez dans le 3461 associé compte d'apport. Donc, on vous parle des apports je dirais dans leur globalité, l'intégralité des apports. Mais nous, dans cette matière, ce qui se passe, c'est que ce niveau de détail n'est pas suffisant. Donc, on va passer au détail supérieur, c'est-à-dire qu'on va créer des sous-comptes relatifs à ce compte principal. C'est-à-dire que vous allez sortir trois flèches de 3461. Vous allez mettre
le 1, le 2 et le 3. Donc, c'est-à-dire le 3461 1, donc le 1 en cinquième position, le 3461 2, 2 en cinquième position, et le 3461 3, qui est le 3 en cinquième position. Donc, dans le 3461 1, qu'est-ce qu'on va le nommer? On va le nommer par exemple associé compte d'apport en numéraire. Pour le 3461 2, associé compte d'apport en nature. Et le 3461 3, associé compte d'apport en industrie. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, dans ce compte, j'ai créé 3 sous-comptes. Le premier pour les apports en numéraire, le deuxième pour apports en nature et le troisième pour les apports en industrie. On est obligé de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on va voir par la suite que la manière avec laquelle on se comporte avec les apports en numéraire est différente par rapport à ce qu'on fait dans les apports en nature ou bien les apports en industrie. Donc on va voir qu'il y a une différence dans le, je dirais, dans le traitement. Bien entendu, tout ça, on va le développer au fur et à mesure. Très bien. Donc là, pour moi, le principal, c'est de comprendre comme quoi il y a 3 types d'apports, apport en numéraire, apport en nature et apport en industrie, et que maintenant, vous savez quelle est la différence entre ces 3 éléments. Très bien. Donc, je vais passer maintenant au point suivant, qui est le greffe du tribunal où les statuts sont déposés. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois les statuts sont déposés, la société est obligée de remettre une copie au greffe du tribunal. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une personne dans le tribunal qu'on appelle le greffe du tribunal, et plus précisément dans le tribunal de commerce. D'accord? Donc, une personne dans le tribunal du commerce qui s'appelle le greffe, chez lequel on va déposer, je dirais, une copie des statuts. Et quelle est la raison du dépôt de cette copie chez le greffe du tribunal? C'est que tout simplement cette copie est considérée comme étant une copie protégée, d'accord? Donc une copie que personne ne pourra modifier ou bien toucher. Donc, par exemple, si par la suite il y a un conflit, et qu'on revient au niveau de la copie qu'il y a au niveau du tribunal du commerce, et qu'on constate que cette règle figure dans les statuts, par exemple, si j'ai mis dans les statuts comme quoi les 5 premières années, ou bien, bon, par exemple, les 10 premières années, aucun bénéfice ne sera distribué. Donc, on ne peut pas avoir une personne qui, après 6 ans, se manifeste et leur dit comme quoi c'est pas normal, je vais vous introduire en justice et pour gagner qu'un gain de cause. Donc, ça fait 6 ans que je suis avec vous, je mérite mes bénéfices, je dois avoir mes bénéfices, surtout que l'entreprise a réalisé, je dirais, un bon résultat. Donc, si on revient au niveau je dirais, de la, des statuts ou bien de la copie des statuts qu'on a au niveau du greffe du tribunal et qu'on constate que il y a cette règle qui a été instaurée le premier jour, bien entendu, automatiquement, cette procédure judiciaire ne va pas continuer, donc automatiquement elle va s'achever. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de motif, d'accord? Je dirais que il n'y a pas de motif et donc automatiquement on ne peut pas introduire en justice l'entreprise en question. Très bien. Donc pourquoi on ne peut pas l'introduire en justice? Ça a une relation avec la dernière règle que je vais, ou bien dernier point qui doit figurer au niveau des statuts. C'est ce que on va traiter là maintenant, c'est la signature de tous les associés. C'est-à-dire qu'à la fin des statuts, vous avez ce qu'on appelle la mention lue et approuvée. Pourquoi la notion lue et approuvée? C'est que la raison elle est très simple. C'est que normalement, lorsqu'on met lu et approuvé, ça veut dire que vous avez lu l'intégralité du document en question et que vous avez approuvé l'intégralité du contenu de ces statuts. Donc, par exemple, pour une personne qui introduit une société en justice, d'accord, donc qui leur dit qu'en quoi c'est pas normal, etc., je vais vous introduire en justice. Donc, là, lorsque le greffe du tribunal je dirais, consulte la copie qu'il a entre les mains,
il va lui dire, mais monsieur, écoutez, vous avez signé ce document, vous avez lu et approuvé l'intégralité de ce qu'il y a là-dedans. Donc, désolé, monsieur, vous ne pouvez en aucun cas introduire cette société en justice. Pourquoi? Parce que vous avez signé normalement, gérer sur cette condition et vous avez lu et vous avez accepté cette condition, donc vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous étiez déjà au courant le premier jour, d'accord? Donc, sinon, vous n'auriez pas dû signer je dirais, ce document. Donc, puisque vous avez approuvé, donc automatiquement, vous ne pouvez plus rien faire à moins de faire ce qu'on appelle une modification des statuts et donc vous allez tout recommencer, avoir de nouveaux statuts pour pouvoir éventuellement, je dirais, distribuer les bénéfices en question. D'accord? Mais sinon, si les statuts ne bougent pas, vous ne pouvez rien faire. Très bien. Alors, dans ce type de société, donc on est toujours dans le cas de la SNC, société en nom collectif. Dans ce type de société, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la société. Donc, ou bien les gérants, d'accord, peuvent faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la société. Donc, c'est eux qui gèrent, c'est eux qui décident. Il est interdit aux gérants d'exercer toute activité similaire à celle de la société dans laquelle ils exercent. Donc là, c'est très important. Pourquoi? Parce que une personne qui exerce dans une société qui a une activité similaire, donc automatiquement, il risque d'y avoir un gros souci. C'est quoi? C'est que l'information risque de sortir et donc ça risque de créer je dirais, des problèmes pour l'une des deux sociétés dans lesquelles il exerce. D'accord? Donc, il pourra éventuellement carrément casser une entreprise pour garder l'autre. D'accord? Donc, pour casser la concurrence et rester, par exemple, dans une position de monopole, une personne peut devenir gérant dans une autre associée uniquement pour la détruire et rester en position de force. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle le dumping. Le dumping, bien entendu, c'est interdit. Toute convention entre une société et l'un de ses gérants doit être soumise à l'autorisation des associés. Donc là, ce qui se passe, c'est que si vous passez une convention ou bien, je dirais, si vous signez un contrat avec une société ou bien, on va dire une société, ou bien une personne, les gérants normalement doivent être au courant de ce que vous avez signé et ils doivent normalement vous donner leur accord. D'accord? Donc si vous donnent leur accord, c'est bon, vous pouvez signer sans aucun souci. Ça a une relation avec le dernier point que je viens de citer ici, qui est l'opposition formée par un des gérants aux actes d'un autre gérant et sans effet à l'égard des tiers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, supposons, si vous avez un associé, par exemple, je ne sais pas moi, donc si on prend une société d'assurance Yazidi par exemple, donc vous avez Yazidi associé. Donc, Yazidi associé, donc il y a monsieur, par exemple, monsieur Yazidi et ses associés. Donc, si l'un des associés passe une convention avec, je dirais, une société, par exemple pour un contrat d'assurance, et que M. Yazidi a eu un conflit avec cette société, et que, par exemple, il ne voulait plus avoir affaire à eux. Si l'un des associés a signé le contrat avec cette société, par exemple, M. Yazidi ne pourra pas annuler le contrat en question. Pourquoi? Parce que l'autre associé, il est autant gérant que lui. D'accord? Donc là, normalement, le tiers, il est protégé. Pourquoi? Parce que il va leur dire qu'en quoi, normalement, l'autre associé, il aurait dû normalement respecter la troisième règle, qui est tout simplement normalement, il aurait dû demander l'autorisation des autres associés avant de signer ce contrat. Donc, pour moi, lorsqu'il a signé ce contrat avec moi, donc pour moi, automatiquement, ça veut dire qu'il a déjà
consulté les autres associés et qui sont d'accord et que tout va bien. Donc le contrat ne peut être annulé. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est pour le premier type de société de personnes qui est la société en nom collectif. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on parle des sociétés en nom collectif, ou bien plutôt pour les sociétés de personnes, déjà on arrive à déterminer s'il s'agit d'une société de personnes rien que par le nom de l'entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, si je vous dis, par exemple, comme j'ai dit, assurance Liazidi, ou bien assurance Defeli, ou bien si je vous dis, par exemple, restaurant Ouezani. Donc, si vous avez, par exemple, le nom de la personne qui figure généralement dans le nom de la société, généralement, il s'agit d'une société de personnes. Parce que lorsque vous voyez, par exemple, je ne sais pas moi, société Liazidi ou bien restaurant Ouezani, donc vous vous dites que forcément, restaurant Ouezani, c'est un restaurant qui appartient à M. Ouezani. D'accord? Assurance Yazidi, l'affaire appartient à M. Yazidi. Par exemple, cabinet de, je sais pas mon cabinet de comptabilité Brada et associé, le cabinet appartient à M. Brada. D'accord? Donc vous savez que l'affaire appartient à M. X et donc M. X, c'est lui le représentant de l'entreprise. Donc l'affaire lui appartient à 100% ou bien en partie, il est majoritaire. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez le nom de la société qui figure dans le nom de la société. Alors que lorsqu'il s'agit d'une société de capitaux, généralement, je dirais la société principale n'est pas claire dans le nom de la société. Comme par exemple, si je vous dis Salat al-Maghrib, ou bien si je vous dis la BMCE, ou bien si je vous dis, je sais pas moi, le Crédit Agricole. Si je vous dis quel est le principal associé, eh ben c'est pas clair parce que ces associés ce sont des actionnaires. Tout est basé sur les actions. Donc la personne qui détient le plus d'actions, je dirais, c'est l'associé principal de la société. Mais bien entendu, la main change tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Monsieur X est majoritaire, demain c'est une autre personne. Donc ça change tout le temps. Donc ça dépend des capitaux. Ils sont détenus principalement par qui? D'accord? Donc comme j'ai dit, lorsque vous avez le nom qui ne veut pas forcément parler d'une personne, donc automatiquement il s'agit d'une société de capitaux généralement. D'accord? Mais pour être sûr, il faut continuer le nom. D'accord? Donc par exemple, je sais pas moi, vous avez Tisat al-Maghrib SA. Donc SA, société anonyme, on sait que les sociétés anonymes sont des sociétés de capitaux. Donc on va voir par la suite. Pour nous, le principal pour l'instant, c'est que les sociétés de personnes, c'est la personne qui prime, c'est la personne qui représente l'entreprise et c'est elle en quelque sorte l'entreprise. D'accord? Puisque même ces biens personnels sont les biens de l'entreprise. D'ailleurs, il y a carrément des sociétés de personnes qui gèrent leur société de personnes avec le chéquier personnel. D'accord? Pourquoi? Parce que il y a une confusion entre les biens de la société et les biens de la personne. C'est approximativement la même chose. C'est pour ça qu'on parle de société de personnes. La personne, c'est l'entreprise. Très bien. Alors maintenant, on va passer au deuxième cas, qui est toujours dans le cas de société de personnes. Le deuxième type de société de personnes, c'est ce qu'on appelle les sociétés en commandite simple. Donc, pour le cas suivant, société en commandite simple, qu'est-ce que j'ai dit ici? La société en commandite simple est constituée d'un associé commandité et d'un associé commanditaire au minimum. Alors tout à l'heure, je n'ai pas parlé du nombre minimal des associés pour les sociétés en nom collectif, mais puisqu'on parle de sociétés en nom collectif, donc ici, dans ce cas aussi, le minimum, il est de 2 personnes. C'est-à-dire que pour les SNC, les sociétés en nom collectif, vous avez un minimum de 2 associés. Donc 2 associés, voire plus. Donc vous ne pouvez pas créer une société en nom collectif avec un seul gérant. C'est pas possible. Donc au minimum, vous avez 2 gérants. Qu'est-ce que je dis ici? Les sociétés en commandite simple est constituée d'un associé commandité et d'un associé commanditaire au minimum.
Donc, lorsqu'on parle d'un commandité et d'un commanditaire, donc là, on parle au minimum de deux personnes. C'est quoi la différence entre commandité et commanditaire? C'est très simple. Pour les commandités, regardez bien ce qui se passe. Pour les associés commandités, ils ont le statut des associés en non collectif, c'est-à-dire qu'ils ont exactement le même statut des associés des sociétés en non collectif. Donc là, dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout simplement, ce sont des personnes qui gèrent l'entreprise et qui supportent le risque d'une manière illimitée et solidaire. Donc, risque illimité et solidaire, et c'est eux qui gèrent. Très bien. Alors que pour les associés commanditaires, c'est quoi l'avantage et l'inconvénient? Pour les associés commanditaires, regardez ce que j'ai dit, ils répondent des dettes sociales seulement à concurrence de leur apport. C'est-à-dire qu'au maximum, qu'est-ce qu'ils peuvent perdre? Ils peuvent perdre leur apport, c'est-à-dire ils peuvent perdre uniquement les capitaux qu'ils ont apportés, donc leurs biens personnels sont à l'abri, exactement comme pour les sociétés de capitaux. Donc ça, c'est pour les associés commanditaires. Et j'ai dit qu'en quoi leur apport ne peut être un apport en industrie, donc ils ne peuvent pas apporter une connaissance ou bien un savoir-faire. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que ces personnes, ils n'ont pas le droit de gérance. Donc les associés commanditaires, ils n'ont pas le droit de gérance. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils apportent leurs capitaux et ils repartent chez eux et ils attendent à la fin le bénéfice. D'accord? Mais en contrepartie, puisqu'ils ne gèrent pas, donc ils ne sont pas responsables des actes formulés par les gérants, donc automatiquement le risque il est limité au niveau de leur apport. D'accord? Donc c'est vrai qu'ils perdent le droit de gérance, ils ne gèrent rien du tout, mais en contrepartie, bien entendu, je dirais que le risque il est limité. Ok, donc regardez ce que j'ai dit par la suite. Outre les indications mentionnées dans la SNC, les statuts de cette société doivent contenir. Donc, à part tout ce que j'ai dit au niveau des sociétés en non collectif, dans les statuts, qu'est-ce que je dois avoir en plus de tout ce que j'ai dit? La part du montant ou la valeur de chaque associé commandité ou commanditaire dans le capital social. Donc là, c'est parfaitement normal. C'est que tout à l'heure, j'avais parlé des gérants. Maintenant, dans ce type de société, puisque je parle de deux types d'associés, et je parlais des associés commandités et des associés commanditaires, et bien tout simplement, pour chaque élément, je dois dire combien va participer par exemple les associés commanditaires et avec combien vont participer les associés commandités. D'accord? Donc dans le montant du capital, etc. Donc pour chaque chose, on va dire voilà combien va apporter les commandités, voilà combien va apporter les commanditaires, voilà ce que va supporter les commandités, voilà ce que va supporter les commanditaires. Donc pour chaque chose, voilà ce que je vais faire pour les commandités et voilà ce que je vais faire pour les commanditaires, tout simplement. Ensuite, la part globale des associés commanditaires est la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le bonus de liquidation. Donc, bien entendu, on peut avoir une différence. Pourquoi? Par exemple, si on parle, je dirais, dans la répartition des bénéfices, par exemple, les associés commandités, ils peuvent dire qu'en quoi nous, on demande un bénéfice supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'on supporte un risque qui est plus important. Donc, on travaille, on gère l'entreprise. Donc, on juge utile d'avoir un bénéfice supérieur. Et dans le bonus de liquidation, peut-être que les autres je dirais, vont demander plus. D'accord? Pour les commanditaires. Pourquoi? Parce que par exemple, les commanditaires, ils vont dire qu'en quoi, pour le bonnet de liquidation, on juge utile d'être remboursé en premier ordre. Pourquoi? Parce que le problème qui a eu lieu dans l'entreprise, on n'est pas responsable de tout ce qui s'est passé, on n'a pas géré. Donc automatiquement, on veut ou là, on désire avoir notre argent en priorité et s'il reste quelque chose, bien entendu, ça va revenir aux associés commandités. Très bien. Alors, ici j'ai dit, nota bene, l'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion
engageant l'entreprise vis-à-vis des tiers, même en vertu d'une procuration. Donc, même si vous donnez une procuration à un associé commanditaire pour vous représenter ici ou ailleurs, donc là, automatiquement, je dirais que cette procuration n'a aucune valeur. Pourquoi? Parce que tout simplement, cet associé commanditaire, c'est comme une personne étrangère à l'entreprise et ne peut en aucun cas représenter l'entreprise. Donc là, bien entendu, il y a uniquement les associés commandités qui peuvent représenter l'entreprise et jamais les commanditaires. Bon, alors pour ne pas confondre les termes commandité ou commanditaire, je vais vous donner une petite astuce. C'est que lorsque vous dites commanditaire, commanditaire c'est comme actionnaire. D'accord, c'est d'accord, donc commanditaire, actionnaire, obligataire. Donc lorsqu'on dit commanditaire, actionnaire, obligataire, actionnaire, donc on sait que les actionnaires, le risque il est limité au niveau de leur apport. Donc là, c'est comme les commanditaires qui ont un risque qui est limité au niveau des apports. Alors que les commandités, on ne dit pas actionné ou bien obligaté, ça n'existe pas. D'accord? Donc commandité, c'est comme les gérants des sociétés, les gérants des sociétés en non collectif. D'accord? Donc ils gèrent et ils ont un risque illimité et solidaire. Très bien. Bon, alors maintenant, on va passer au troisième type de société de personnes qui existe, qui est les sociétés en participation. Donc, pour les sociétés en participation, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas beaucoup de personnes qui traitent ce troisième type de société en participation. C'est pour une raison très simple, c'est que je dirais que dans la pratique, c'est très compliqué de voir ce type de société parce que c'est une société, je dirais, qui n'est pas connue de tous. Et je dirais que c'est plus une association qu'une société, d'accord? C'est-à-dire que c'est plus un accord qu'une société au sens propre du terme. Bon, pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est que j'ai dit que c'est une forme dont vous ne connaissez pas l'existence, c'est pour une raison particulière. Regardez ce que vous avez dans la loi 595, vous allez voir que ce qu'il y a là-dedans, c'est un peu bizarre, d'accord? Mais c'est les textes qui régissent ce type de société. Alors, déjà, en premier lieu, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la société en participation n'existe que dans les rapports entre les associés. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas une société au sens propre du terme, c'est juste un rapport, d'accord? C'est juste une convention entre les associés. Elle n'est pas destinée à être connue des tiers, donc personne ne connaît son existence. Elle n'a pas de personnalité morale, donc même au niveau du tribunal de commerce, on ne vous connaît pas, d'accord? Vous n'existez pas. Elle n'est soumise ni à l'immatriculation, ni à aucune formalité de publicité. Donc, ce qui se passe, c'est que personne ne connaît votre existence. Déjà que ça, c'est un peu incroyable. Ensuite, les associés conviennent librement de l'objet. Donc, l'objet social, faites ce que vous voulez. De leurs droits et obligations respectives et du fonctionnement de la société. Donc, vous allez faire ce que vous voulez. Donc, déjà là, ça semble encore plus incroyable. Ensuite, leurs apports sont régis, si la société a un caractère commercial, par les dispositions applicables aux sociétés en non collectif. Donc là, ce qui se passe, c'est que tant que vous n'avez pas un caractère commercial, tant que votre accord n'a pas un caractère commercial, tant qu'il n'y a pas achat et vente entre vous et des tiers, donc vous pouvez garder votre forme, mais au moment où vous avez un accord entre vous et un autre tiers, donc là automatiquement on va vous dire stop, vous devez changer de forme, vous devez devenir une société en non collectif. Pourquoi? Parce que ou bien vous devez, on va vous appliquer les règles relatives aux sociétés en non collectif. Pourquoi? Parce que en cas de problème, si vous avez un problème avec vos tiers et que vos tiers veulent vous introduire en justice, eh ben, on sait à qui s'adresser. D'accord? Donc, on a une société qui a je dirais un siège
à une adresse précise, d'accord, dont les statuts sont déposés au niveau du tribunal de commerce et on sait à qui s'adresser, qui sont ses associés, etc. D'accord? Donc on ne parle pas des fantômes, alors qu'avant on parle à des fantômes, d'accord? Donc des entités qui n'existent pas. On ne vous connaît pas, d'accord? Très bien. Ensuite, j'ai dit à l'égard des tiers, chaque associé est seul engagé, même dans le cas où il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on parle toujours d'un risque illimité, mais ici, le risque, il n'est pas solidaire, contrairement à ce qu'on avait vu au niveau de la SNC, la société en nom collectif, dans lequel le risque était illimité, certes, mais solidaire, alors que ici, le risque, il n'est pas solidaire, donc chaque associé est responsable de ses propres actes. Donc, un risque illimité, certes, mais qui n'est pas solidaire. Donc là, je dirais que si on parle grosso modo des sociétés de personnes, l'apport principal des sociétés de personnes, c'est quoi? C'est que leur apport, je dirais, euh, sont des apports euh, que vous allez réaliser avec le montant que vous désirez, puisqu'il n'y a pas un minimum de capital, d'accord? Mais que votre risque, il est surtout illimité, d'accord? Solidaire ou pas solidaire en fonction de votre situation. Donc là, vous devez faire très attention, c'est que pour les sociétés de personnes, il y a un réel risque, un risque qui est généralement illimité. Mais les sociétés de capitaux, contrairement aux sociétés de personnes, euh, ont l'avantage d'avoir un risque qui est limité au niveau des apports. Mais dans ce cas, il y a certaines personnes qui vont vous poser cette question. Puisque les sociétés de personnes sont très risquées et que les sociétés de capitaux sont beaucoup moins risquées, pourquoi plusieurs personnes se retournent vers les sociétés de personnes? Eh bien, la raison est très simple, c'est que le financement d'une société de personnes est beaucoup plus intéressant que le financement d'une société de capitaux. C'est-à-dire que vous pouvez démarrer une société de personnes avec 0 dirham, alors qu'une société de capitaux, non, c'est loin d'être le cas. Pourquoi? Je vais vous donner deux exemples et vous allez comprendre tout de suite ce qui va se passer. Supposons qu'on a deux personnes, une, les deux les deux sociétés, de personnes morales, deux sociétés, les deux sociétés ont le même capital. Par exemple, société de personnes qui a un capital de 1 million de dirhams et société de capitaux qui a un capital de 1 million de dirhams. D'accord? Bon, supposons que les deux sociétés veulent emprunter un montant très important. Supposons que la première société de capitaux veut, supposons, emprunter 2 millions de dirhams. Bon, lorsque la banque va consulter, bien entendu, ses statuts, etc., et elle va leur dire, désolé monsieur, je ne peux pas vous prêter ce montant, c'est trop important, d'accord? Parce que 2 millions de dirhams, vous avez investi uniquement 1 million de dirhams, d'accord? C'est-à-dire que la garantie dont vous disposez, c'est-à-dire que si je vends l'intégralité des biens de l'entreprise, normalement le maximum que je pourrais en tirer, c'est 1 million de dirhams. Alors que vous êtes en train de me demander 2 millions de dirhams, désolé monsieur, vous n'avez pas assez de garantie pour que je vous accorde ce prêt. D'accord? Donc ça d'une part, et ce que vous devez savoir, c'est que le seuil d'endettement, il est de 40%. Donc c'est même pas 100%, c'est-à-dire que pour 1 million de dirhams, le maximum que vous pouvez emprunter, c'est 400 000 dirhams, c'est 40%. D'accord? Très bien. Donc tout simplement, ce dossier sera refusé pour la société de capitaux. Alors que pour une société de personnes, qu'est-ce qui va se passer? Il va présenter, je dirais, ses statuts, il va consulter, il va leur dire, écoutez messieurs, vous avez à peine un capital de 1 million, le maximum de garantie c'est 1 million de dirhams. Mais puisque vous êtes une société de personnes, donc même vos biens personnels peuvent entrer comme étant une garantie euh, dans les biens de l'entreprise, pour l'entreprise. Et puisque en cas de problème, on peut revenir même avec vos biens personnels, d'accord? Donc automatiquement, ça peut entrer comme étant une garantie dans le crédit que vous désirez. Donc, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose que vous pouvez hypothéquer au nom de la banque pour qu'on vous accorde ce crédit? Oui, monsieur, effectivement, on a un terrain qui a une valeur de, par exemple, 4 millions de dirhams.
on a des terrains, on a un bâtiment qui a une valeur de 6 millions de dirhams, etc. Donc, ils vont vous dire, très bien, vous allez hypothéquer, par exemple, l'un de ces deux éléments au nom de la banque, d'accord, jusqu'à l'achèvement total du crédit. Lorsque le crédit sera totalement remboursé, on va vous donner la main levée et vous allez retrouver la pleine jouissance de votre bien. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que tout simplement, dans ce cas, vous constatez ou bien vous comprenez que du côté du financement, bien entendu le financement bancaire, la banque peut aller beaucoup plus loin lorsqu'il s'agit d'une société de personnes que par rapport à une société de capitaux. Très bien. Donc ça d'une part. Donc d'autre part, qu'est-ce que j'ai dit? Caractère commercial, régie, disposition applicable. Ok, très bien. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que une fois qu'on a traité les sociétés de participation, et même pour les sociétés de participation, on peut parler du minimum légal, donc c'est-à-dire le nombre de personnes minimales. Ici, à nouveau, on a 2 personnes pour les sociétés en participation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a dit que la société en participation est un rapport entre les associés, donc lorsque je dis un rapport, c'est que au minimum, on a, je dirais, un accord bilatéral, d'accord? Je ne peux pas faire un accord avec moi-même. Donc, puisqu'il s'agit d'un accord bilatéral au minimum, donc au minimum, on a 2 associés. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que pour les sociétés de personnes, le minimum des associés qu'on a, c'est toujours 2 personnes, d'accord, par type de société. Donc, minimum 2 pour les sociétés de sociétés en nom collectif, 2 pour les sociétés en commandite simple et 2 pour les sociétés en participation. Très bien. Alors, pour les deuxième type de sociétés qui existent, donc on a parlé de sociétés de personnes, maintenant on va passer aux sociétés de capitaux. Donc pour les sociétés de capitaux, le premier type qu'on va traiter, c'est, je dirais, la forme la plus importante qui existe dans les sociétés de capitaux, c'est ce qu'on appelle la SA. Donc, comme j'avais dit, c'est que la SA, on a un texte en particulier qui régit la SA, qui est la loi 1795, d'accord, qui est une loi, je dirais, assez consistante, qui traite en profondeur, bien entendu, de ce type de société. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Cette société doit comporter un nombre minimum d'associés pour accomplir son objet et assurer sa gestion et son contrôle, minimum 5, avec une valeur nominale minimale de départ de 100 dirhams. Donc là, ce qui se passe, c'est que ce type de société, vous avez un nombre minimal d'associés de 5 associés, alors que société de personnes, on avait dit c'est 2, 2, 2. Ici, on a 5, avec une valeur minimale de 100 dirhams. Donc ça, c'est la valeur minimale par action. Donc maintenant, on va parler en termes d'action et non pas en termes de part sociale parce qu'on est dans le cas des sociétés de capitaux. Donc, ce qui se passe, c'est que pour la SA, il y a 2 types de SA, d'accord? Ce qu'on appelle les SA faisant appel public à l'épargne et les SA ne faisant pas appel public à l'épargne. Alors déjà que la principale différence entre les deux, c'est au niveau, je dirais, du capital minimum requis. Lorsqu'on a affaire à une SA qui fait appel public à l'épargne, alors dans ce cas, le capital minimum, il est de 3 millions de dirhams. Donc lorsqu'on dit 3 millions, c'est 3 et 6 zéros. Donc 3 millions de dirhams. Alors que si vous ne faites pas appel public à l'épargne, alors là, tout simplement, on va passer de 3 millions à 300 000 dirhams. Donc on enlève un zéro et on tombe dans le chiffre des SA ne faisant pas appel public à l'épargne. Donc là, la question qui se pose, c'est quoi la différence entre une SA? Donc comment je saurai, ou bien comment je sais est-ce que ma SA fait appel public à l'épargne ou bien elle ne fait pas appel public à l'épargne? Alors, tout simplement, on sait que la société fait appel public à l'épargne si elle respecte l'une de 3 conditions qu'on va voir tout de suite, d'accord? C'est-à-dire que si vous respectez ou bien si vous êtes assujetti à l'une de ces 3 conditions,
vous faites automatiquement appel public à l'épargne. Donc lorsqu'on dit appel public à l'épargne, ça veut dire inviter le public, donc inviter des personnes qui sont externes, des personnes que vous ne connaissez pas, à venir épargner dans votre entreprise. D'accord? Donc vous appelez le public, des personnes que vous ne connaissez pas, à apporter leurs capitaux et donc à être associés en même temps dans votre société. D'accord? Donc comme on dit en arabe, يعني الشركة دخل معك فيها البراني. D'accord? ملي كيكون دخل فيها البراني في الشركة, donc automatiquement vous faites appel public à l'épargne. Lorsque vous avez des personnes externes à l'entreprise, vous faites appel public à l'épargne. Très bien. Donc comment on saura est-ce qu'on fait appel public à l'épargne? Donc comme j'ai dit, si vous respectez l'une de ces trois conditions. Donc première chose, pour toute société qui comporte plus de 100 actionnaires. Donc lorsque je dis plus de 100 actionnaires, attention, je n'ai pas dit plus de 100 actions, j'ai dit plus de 100 actionnaires. Donc je parle des personnes. Donc si vous avez plus de 100 actionnaires, automatiquement vous faites appel public à l'épargne. Pourquoi? Parce que vous pouvez connaître 10 actionnaires, 20, 30 actionnaires, mais 100 différents actionnaires, ce n'est pas possible. D'accord? Parce que déjà que 100, ce sont des personnes, d'accord? Mais pire que ça, ce ne sont pas des personnes normales, ce sont des personnes apporteurs de capitaux. Bien sûr, toutes les personnes que vous connaissez ne vont pas forcément vouloir être associées avec vous et apporter leurs capitaux. D'accord? Vous pouvez avoir une vingtaine de personnes, une trentaine de personnes, mais pas 100 personnes. D'accord? Donc, vous allez tomber forcément sur des personnes que vous ne connaissez pas. D'accord? Donc, comme par exemple, vous avez apporté vos capitaux, vous et par exemple votre ami. Et votre ami a apporté son ami. Et son ami a apporté aussi son ami. Donc, l'ami de mon ami, bien entendu, je n'ai aucune information sur lui. Donc, automatiquement, ce qui se passe, c'est que je vais me retrouver forcément dans une situation où j'ai des personnes que je ne connais pas, qui sont là maintenant avec moi et qui sont en même temps associés avec moi. Donc, automatiquement, je suis une société qui fait appel public à l'épargne. Donc, ça, c'est la première condition. Donc, deuxième condition, toute société dont les titres sont cotés ou bien sont inscrits à la cote de la bourse, ou bien sont cotés en bourse. Si vous êtes coté en bourse, donc automatiquement, vous faites appel public à l'épargne. Pourquoi? Parce que dès le moment où votre action est cotée en bourse, toute personne ou bien tout spéculateur qui entre dans la bourse peut acheter vos actions. Donc vos actions vont se mettre à changer de main tout le temps. Donc automatiquement, il y a des personnes externes, des personnes, je dirais que vous ne connaissez pas, qui vont se mettre à acheter et vendre vos actions. Et donc, qui ont des parts de votre société et donc qui font partie de votre société. Donc, vous faites appel public à l'épargne. D'accord? Il y a des personnes externes qui sont maintenant avec vous dans l'entreprise. Ensuite, toute société qui, pour le placement des titres qu'elle émet, a recours à des sociétés de bourse. Donc, si pour, comme j'ai dit ici, pour les titres qu'elle émet, donc lorsque je parle de l'émission, ce n'est pas la négociation. Lorsque je parle de la bourse, c'est la négociation, c'est la vente de l'occasion. Mais lorsque je parle de l'émission, c'est la création. D'accord? Émission d'une action, c'est la création d'une action à une société de bourse. Donc, si on vend nos actions via une société de bourse, donc automatiquement, toute personne qui va se présenter à cette société de bourse pourra devenir actionnaire chez nous et donc automatiquement on fait appel public à l'épargne, ou des banques ou à des établissements financiers. Donc si vous vendez vos actions dans des banques ou bien des sociétés de financement, automatiquement vous faites appel public à l'épargne parce que toute personne se présentant dans cette banque ou bien ces établissements financiers, s'il désire acheter vos actions, il pourra les acheter à n'importe quel moment et donc automatiquement il va devenir associé avec vous, chez vous. Donc automatiquement vous faites appel public à l'épargne ou bien soit au procédé de publicité quelconque. Donc par exemple si vous avez la publicité dans la radio ou bien dans la télévision ou bien même dans des panneaux publicitaires de la vente de l'émission des actions de la société X ou Y. Donc toute personne qui voit ce panneau publicitaire est au courant comme quoi il y a une telle vente et donc automatiquement à n'importe quel moment il pourra se présenter pour acheter les actions de la société en question. Donc là, si vous respectez l'une de ces trois conditions,
vous faites automatiquement appel public à l'épargne. Donc là, s'il vous plaît, faites attention. Faire appel public à l'épargne, parce que j'entends souvent la phrase comme quoi si vous êtes introduit en bourse, automatiquement vous faites appel public à l'épargne. Oui, la phrase dans ce sens, elle est correcte. Si vous êtes coté en bourse, vous faites appel public à l'épargne. Mais le fait de faire appel public à l'épargne, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes coté en bourse. Pourquoi? Parce que si vous faites appel public à l'épargne, si vous avez 100 actionnaires, vous faites appel public à l'épargne et pourtant vous n'êtes pas forcément coté en bourse. Ou bien, si vous procédez à une forme de publicité quelconque pour vendre vos actions, donc automatiquement vous faites appel public à l'épargne, mais vous n'êtes pas forcément coté en bourse. D'accord? Donc attention, ça ne va pas dans les deux sens. D'accord? Donc faites attention à ça. Alors, comme j'ai dit, le capital doit être intégralement souscrit. À défaut, la société ne peut être constituée. Donc là, lorsqu'on parle d'un capital souscrit, ce mot souscrit, c'est un mot qui est très important dans la comptabilité de société. Donc souscrit, libéré, etc. C'est un mot qui est extrêmement important. Et lorsqu'on dit un capital qui est souscrit, ça vient du mot écrit. Et où est-ce qu'on écrit le montant du capital? C'est au niveau des statuts. Donc, au moment où on souscrit un montant du capital, automatiquement, ça devient une promesse. D'accord? Et la souscription ou bien la promesse, elle est toujours intégrale. Donc, c'est-à-dire que vous allez mettre le montant intégral de votre promesse au niveau des statuts. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre une partie et une partie par la suite. Non, vous devez mettre l'intégralité, je dirais, de votre promesse au niveau, je dirais, des statuts. Donc, comme j'ai dit, le capital doit être intégralement souscrit. À défaut, la société ne peut être constituée. Donc là, on va voir que lorsqu'on parle de la souscription des statuts, on va se comporter avec les différents types d'apports d'une manière un peu différente. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, lorsqu'on avait déjà parlé des différents types d'apports, on avait dit qu'il y a 3 types d'apports: les apports en numéraire, les apports en nature et les apports en industrie. Mais on va voir que chaque type d'apport, on va le traiter d'une manière un peu différente. On va commencer par les apports en nature, donc le plus simple. Pour les apports en nature, qu'est-ce que j'ai dit? Les apports en nature doivent être libérés intégralement lors de leur souscription. Donc pour les apports en nature, il n'y a pas photo. Soit vous apportez tout, soit vous n'apportez rien du tout. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas libérer partiellement des apports en nature, soit on apporte tout, soit rien. Donc, par exemple, si on parle d'un immeuble, on ne va pas dire que, par exemple, pour l'immeuble que j'ai apporté, la première année, je vais apporter uniquement le premier étage. Deuxième année, je vais apporter le deuxième. Et la troisième année, je vais vous compléter la troisième et le troisième et quatrième étage. Et bien entendu, l'affaire est close. Non. Soit vous apportez le tout, soit rien du tout. Bon, pour les immeubles, plus ou moins, on peut dire que voilà, on peut séparer. Mais si je vous dis une voiture par exemple, on ne peut pas dire que la première année on va amener le moteur, deuxième année je vais amener la carrosserie et troisième année je vais amener les pneus et les sièges, etc. Et on va monter le tout et vous pouvez disposer de votre véhicule. Non, ça ne veut rien dire. Soit vous apportez tout, soit vous n'apportez rien du tout. Donc ça, c'est pour les apports en nature. Mais par contre, lorsqu'on parle des apports en numéraire, alors les apports en numéraire, pour les sociétés de capitaux, attention, pour les sociétés de capitaux, on peut tolérer, je dirais, une certaine facilité. D'accord? Certaines facilités de libération. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément libérer la totalité du montant de la promesse. Vous pouvez libérer une partie et l'autre partie, vous pouvez la libérer par la suite. D'accord? Donc on va voir comment. Donc regardez ce que j'ai dit ici. Les apports en nature doivent être libérés lors de la souscription du quart au moins de la valeur nominale. Donc ce qui se passe, c'est que au moins, vous allez commencer avec le 1 quart de votre promesse. Donc par exemple, si vous avez promis d'apporter 1 million de dirhams, pour les apports en numéraire, au minimum, vous allez commencer avec 250 000.
Pourquoi il y a un minimum de un quart? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une société de capitaux. C'est une société qui est basée sur l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Donc au moins, il faut apporter un minimum pour démarrer cette affaire. Donc là, le minimum, c'est le un quart. Donc je vais vous dire une chose, c'est que lorsqu'on parle de la libération du un quart, même la libération du reste va être par tranche de un quart. D'accord? Donc c'est comme si on parlait d'un marché de gros, d'accord? Et dans ce marché de gros, dans chaque, je dirais, chaque container, on a par exemple le un quart, d'accord, je dirais de nos apports. Donc ce qui se passe, c'est que soit vous allez amener un conteneur, soit deux, soit trois, soit quatre, d'accord? Vous ne pouvez pas amener par exemple un demi-conteneur ou bien un quart de conteneur, etc. D'accord? C'est soit entier, soit rien du tout. Donc là, c'est la même chose, grosso modo, dans la comptabilité de société pour les apports en numéraire. Donc vous avez, je dirais, 4 bacs, d'accord? 4 bacs. Dans chaque bac, vous avez le un quart, le un quart, le un quart, le un quart. Donc soit vous allez apporter un bac, donc soit un quart, soit vous pouvez même commencer avec deux bacs. Donc deux quarts, c'est un demi. Soit trois bacs, donc trois quarts, soit les quatre bacs. Et donc là, on parle de 100%, donc une libération intégrale. Mais dans tous les cas, la libération, c'est toujours par tranche de un quart. Ça, c'est la règle de base. Ça, c'est la règle d'or. Toujours la libération intervient avec, ou bien par tranche de un quart. Et le minimum légal, le minimum avec lequel vous pouvez démarrer, c'est le un quart. D'accord? Pourquoi on dit le un quart? Parce que la tranche qui vient juste au-dessous du quart, c'est zéro. Et on ne peut pas démarrer une société de capitaux avec 0 dirham. Tout est basé sur l'argent. Donc là, le minimum, donc le palier qui vient juste après le zéro, c'est le un quart. C'est pour ça qu'on dit que le minimum légal, c'est le un quart. Très bien. Alors ensuite, j'ai dit que la libération du reste. Donc une fois que vous avez apporté le un quart, eh bien, il reste les trois quarts à libérer. Comment je vais les libérer? La libération du reste intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d'administration ou directoire. Donc le conseil d'administration ou la direction va décider de la libération du reste dans un délai qui ne peut excéder 3 ans pour la SA et 5 ans pour la SARL. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez 3 ans, d'accord, pour libérer l'intégralité. Vous pouvez le libérer quand vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez mettre par exemple un quart, par exemple pour le départ, un quart la première année, un quart deuxième année et un quart troisième année. Quand vous pouvez mettre même les trois quarts dans la première année, quand vous pouvez mettre les trois quarts dans la dernière année, troisième année, d'accord. Vous pouvez bien entendu libérer quand vous voulez, mais vous devez obligatoirement respecter uniquement deux conditions pour la SA. Ne pas dépasser 3 ans et 5 ans pour la SARL. Ça, c'est la première règle. Et deuxième règle, c'est que la libération, c'est toujours par tranche de un quart. D'accord? C'est la règle d'or. Donc, à compter de quelle date? À compter de la date de l'immatriculation de la société au registre du commerce. Donc là, ce que vous devez savoir, c'est que au moment où la société est immatriculée auprès du registre du commerce, c'est l'équivalent de la date d'anniversaire, je dirais, d'une personne. C'est la date de naissance d'une personne. Donc, quand est-ce qu'on considère qu'une entreprise est née? D'accord, elle vient de naître, c'est au moment où la société est immatriculée auprès du registre du commerce. D'accord, donc lorsqu'elle est immatriculée au registre du commerce à une certaine date, donc à partir de cette date, on considère que la société est créée. Donc ensuite, j'ai dit que les fonds sont bloqués dans un compte bancaire avec la liste et l'indication des sommes versées par les associés. Ce dépôt doit être fait dans un délai de 8 jours. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez généralement un délai de 8 jours pour verser les sommes, je dirais, demandées par la société. Donc, bien entendu, on ne peut pas leur dire, venez aujourd'hui, aujourd'hui, vous allez devoir payer demain. Ce n'est pas possible parce que généralement, lorsqu'on parle des fonds, surtout pour des sociétés, parfois, c'est des montants qui sont importants. Donc, même la banque, si vous lui demandez un montant important, elle va vous demander un délai, d'accord, un délai au moins de 24 heures pour vous apporter votre argent, d'accord.
Donc, si vous voulez, par exemple, retirer, je ne sais pas moi, un montant de 10 millions ou 20 millions, donc généralement, la banque va vous dire, écoutez, monsieur, vous auriez dû nous faire un préavis, donc un préavis de 24 heures, parce que votre argent, on l'a, mais on ne l'a pas au niveau de notre agence. Donc, vous devez revenir demain et on va vous apporter votre argent. Donc, on aurait dû avoir un préavis pour vous apporter votre argent, un préavis de 24 heures. Donc, si la banque a besoin de 24 heures, donc une société, bien entendu, a besoin de plus de temps pour vous apporter votre argent. Très bien. Une société ou bien même une personne, d'accord? Très bien. Les statuts de la SA doivent comprendre. Donc là, ce qui se passe, c'est que pour la SA, normalement, c'est approximativement la même chose que les statuts qu'on a vus tout à l'heure au niveau de la SNC. Pourquoi? C'est que tout simplement, quelle que soit la forme, c'est le même contenu. Mais bien entendu, on va prendre en considération les spécificités d'accord, supplémentaires de chaque type de société. Donc ici, par exemple, juste pour voir ce qu'il y a grosso modo, donc la première chose, vous avez la dénomination et la forme de la société. Donc dénomination, donc par exemple, Tisaraj Maghreb SA, d'accord, ou bien BMCE SA, ou bien Chebi SA, d'accord, etc. La durée qui ne peut excéder 99 ans. Donc, on avait parlé de la durée de vie standard, d'accord, de 99 ans. Le siège ou l'adresse du siège, d'accord, l'objet et le montant du capital, le nombre d'actions émises et la valeur nominale en distinguant les différentes catégories d'actions. Donc là, ce qui se passe, c'est que ici, on va mettre le nombre d'actions. Bien sûr, tout à l'heure, on a parlé des parts sociales lorsqu'on a parlé de sociétés de personnes. Maintenant, on parle du nombre d'actions, d'accord, non pas de pas, actions, et la valeur nominale en distinguant des différents types et catégories d'actions. Donc pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs types d'actions. On va voir ça par la suite, d'accord. Donc plusieurs types d'actions. Il n'y a pas que les actions, parce que il y a par exemple les ATP, les ATP SDV. Donc lorsque je dis les ATP, les actions à dividendes prioritaires. Les ADP SDV, les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote. Il y a les OCA, d'accord, les ORA, les OPSO, les APSA, les APSAH, les APSOCA, d'accord. Donc il y a plusieurs types d'actions. Donc si on a l'occasion de voir ça par la suite. Bien entendu, on va voir leur contenu et voir quelle est la différence entre ces différents types d'actions, d'accord. Mais pour nous, le principal, c'est de savoir l'action, elle se compose de quoi? Alors l'action, en vérité, c'est comme une sorte de billet qui est composé de deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le certificat d'investissement et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le droit de vote. Le certificat d'investissement, c'est ce qui nous donne le droit aux dividendes. D'accord? Le certificat d'investissement, si vous avez un certificat d'investissement et que la société commence à distribuer les bénéfices, si vous le remettez à votre société, elle va vous donner, bien entendu, les bénéfices afférents à votre certificat d'investissement, à votre action. Alors que le droit de vote vous donne le droit d'avoir un vote au niveau des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. Donc, l'action qui est composée de ces deux parties vous donne normalement le droit, c'est ces deux droits, qui est le droit d'avoir les bénéfices à la fin de l'année et le droit d'avoir un vote au niveau de l'Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Très bien. Alors, ensuite, la forme des actions, soit exclusivement nominative, soit au porteur, parce que, bien entendu, dans ce cas, ça peut être nominatif ou bien au porteur. Nominatif, si par exemple on parle d'une SA ne faisant pas appel public à l'épargne, parce que les personnes, on les connaît, d'accord? Et au porteur, si bien entendu il s'agit d'une SA faisant appel public à l'épargne, parce que toute personne qui détient ces actions, bien entendu, est leur propriétaire.
l'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun d'eux et le nombre d'actions émises en contrepartie de l'apport. Donc, bien entendu, c'est quasiment les mêmes détails qu'on a vu tout à l'heure au niveau des sociétés en nom collectif. Et les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution de réserves et au bonus de liquidation. Donc là, les détails classiques qu'on connaît qu'il y a au niveau des statuts. Très bien. Alors, la société anonyme jouit de la personnalité morale à dater à partir de la date de son immatriculation au registre du commerce. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au moment où la société est immatriculée au registre du commerce, automatiquement, à partir de ce moment, on considère que l'entreprise a été constituée. Donc ça, c'est clair. On l'a dit tout à l'heure. Après immatriculation au registre du commerce, la constitution de la société fait l'objet d'une publicité au bulletin officiel et dans un journal d'annonce légale dans un délai ne dépassant pas 30 jours. Donc une fois cette société immatriculée auprès du registre du commerce, normalement la société doit obligatoirement établir deux publicités, des publicités légales, d'accord, ce qu'on appelle publicité au niveau du bulletin officiel, d'accord, le BO, bulletin officiel, Jarida Rasmiya, et elle doit aussi faire une publicité dans un journal d'annonce légale, d'accord, dans les journaux, par exemple le matin ou bien l'opinion, vous avez une partie qui s'appelle les annonces légales, d'accord. Donc si vous consultez les annonces légales, vous allez trouver la constitution des sociétés. Vous allez trouver par exemple société X dont le capital est 2, a été créé, son siège se trouve à l'adresse X, et va avoir comme activité par exemple la fabrication de tel ou tel produit. Donc voilà l'adresse, voilà le téléphone, etc. D'accord? Donc dans un délai ne dépassant pas 30 jours. Donc là, 30 jours, ça c'est le délai à ne pas dépasser pour établir bien entendu ces fameuses publicités. Qui sont des publicités obligatoires qui sont considérées dans ce cas comme étant des frais de constitution. Parce que cette publicité, c'est une formalité de constitution, donc on va les comptabiliser comme étant des frais de constitution. Donc, nota bene, la SA marocaine peut être gérée de deux manières, soit par un conseil d'administration ou soit par un directoire et conseil de surveillance. Donc là, déjà, lorsqu'on a parlé de la SA, on avait dit que la SA, il y a deux types de SA. Il y a la SA faisant appel public à l'épargne et il y a la SA ne faisant pas appel public à l'épargne. D'accord? Donc on avait vu comment on sait est-ce que notre SA fait appel public à l'épargne ou pas. D'accord? Et bien entendu, les conditions à côté, d'accord? Donc, si vous faites appel public à l'épargne, il y a un capital minimum qu'il va falloir respecter, 3 millions de dirhams. Alors que si vous ne faites pas appel public à l'épargne, donc uniquement 300 000 dirhams sont suffisants pour créer ou bien constituer votre entreprise. Alors, à part le volet de la constitution du capital, là, il y a aussi le volet de la gérance. Comment on est géré? Donc, on peut être géré de deux manières. Donc, on peut être géré soit par un conseil d'administration, d'accord, soit par un directoire et conseil de surveillance. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que lorsque je parle d'un conseil d'administration, je parle d'une seule entité. Et lorsque je parle d'un directoire et conseil de surveillance, là, je parle de deux entités. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fin de compte, on se retrouve dans une situation où il y a 4 types de SA, d'accord? Donc, une fois qu'on a les deux premières possibilités, est-ce que c'est une SA qui fait appel public à l'épargne ou pas? Donc, dans chaque cas, vous avez deux autres cas. Donc, soit on est géré par un conseil d'administration, soit on est géré par un directoire et conseil de surveillance, dans chaque cas. D'accord? Donc, on se retrouve en fin de compte avec 4 types de SA. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais arrêter là pour cette séance. D'accord? Et la prochaine séance, je vais continuer, bien entendu, cette partie. Donc, ceci dit, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine séance.